Selon les estimations du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, le bilan pourrait atteindre plus de 200 morts et 3700 blessés. 64 000 personnes se retrouveraient sans abri. Les dégâts matériels coûteraient jusqu'à 29 milliards d'euros. Un jour, cette image pourrait être celle de Nice, la capitale de la Côte d'Azur, anéantie par une catastrophe sans précédent. Les scientifiques sont formels. Tôt ou tard, un séisme suivi d'un tsunami frappera la Riviera française. Oui, il y aura un séisme. Mais je ne peux pas vous dire si ce sera du temps de mes enfants ou de mes petits-enfants. La Côte d'Azur, c'est un paysage absolument formidable, mais il y aura toujours des tremblements de terre. On a souvent l'idée que les séismes, c'est au Japon, au Chili, dans le Pacifique. On oublie que ça peut se produire en Europe et en France en particulier. Le temps est magnifique, calme. C'est un très beau jour d'été. Soudain, une vague arrive de nulle part. Et c'est un tsunami. C'est difficile à imaginer parce que ce serait assez apocalyptique. La région est sous pression. On a de nombreuses failles et on a vraiment des forces qui s'accumulent. Ici, par exemple, on voit très bien qu'on a eu 4 séismes depuis ce matin. Alerte tsunami, évacuez immédiatement le bord de mer. La population ne vit pas avec le risque dans la tête. Et donc il faut les sensibiliser. La chose vraiment rapide à faire, c'est de se glisser sous une table et de se tenir. Toute la signalétique qui est mise en place par rapport au risque de tsunami, oui, peuvent sauver des vies. Les gens connaissent peu la présence de cette faille ligure en mer. Et pourtant, elle a déclenché en 1887 un tremblement de terre majeur. Il y a eu 600 morts en 1887, mais c'était le Nice et la Riviera italienne de 1887. Maintenant, la population, elle a triplé. Dans les zones où il y a eu des séismes dans le passé, on sait qu'il y en aura dans le futur. Plus le temps passe, plus les probabilités sont fortes qu'un séisme important ait lieu. La difficulté, c'est qu'aucun scientifique ne peut prédire si c'est demain, dans 10 ans, dans 50 ans. Des signaux précurseurs, je suis désolée, mais on ne va pas en avoir beaucoup. Un séisme d'une magnitude, disons, de 6,8 ou 6,9, c'est quelque chose comme 6 à 7 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Je pense que les gens ont en tête les images des films hollywoodiens. Mais c'est pas ça, un tsunami. C'est un mélange d'eau, de boue, d'arbres, de voitures. Tout ça comme dans un immense mixeur. C'est très impressionnant parce que la mer rentre. Elle rentre complètement. C'est toute une économie qui serait un genou à terre. Un séisme sur la faille Ligure suivi d'un tsunami, ce serait la plus grande catastrophe que la France ait jamais connue. À Nice, depuis plus de 20 ans, Stéphane profite du cadre idyllique de son lieu de travail. Un restaurant situé sous la promenade des Anglais, les pieds dans l'eau. Elle est très calme aujourd'hui la mer, on dirait un lac. Ça donne envie d'aller se baigner. Travailler sur une plage, c'est trop agréable. Je ne me verrai pas enfermé dans un bureau toute la journée, c'est pas possible pour moi. L'environnement est exceptionnel, mais il peut aussi se montrer infernal. En 2010, on a eu un gros coup de mer. Ça a tout détruit, toutes les plages étaient détruites. On a fermé pendant un mois à tout reconstruire. C'était l'horreur. Ce jour-là, l'un des cuisiniers de l'établissement est pris au piège par la mer déchaînée. Il ne doit son salut qu'à une trappe dissimulée dans la réserve. Là, il y avait du sable. À hauteur, jusqu'en haut, on avait du sable. Il s'échappe alors in extremis sur la promenade des Anglais.
Méditerranée, il faut s'en méfier parce que tout le monde croit qu'elle est calme, mais en fin de compte, elle n'est pas calme du tout. Quand elle déchaîne, La Riviera française n'échappe pas aux caprices de la nature. Elle y est même dangereusement exposée. La plus grande menace n'est pas à chercher du côté des tempêtes, mais sous la terre. Une menace qui pourrait mener à la plus grande catastrophe en France métropolitaine. Avec ses 300 jours d'ensoleillement par an, la Côte d'Azur est l'une des régions les plus prisées au monde. La plupart des gens qui connaissent la France, ils pensent d'abord à Paris. Mais tout de suite après, ils vous parlent de la Côte d'Azur. Quand vous leur dites « Ah, j'habite sur la Côte d'Azur », ah oui, ils vous disent Monaco ou Saint-Tropez. C'est une belle région, c'est une région comme ça, quand on a un peu un cliché, c'est la douceur de vivre. Située au sud-est de la France et longue de 350 km, son littoral concentre l'essentiel des 5 millions d'habitants de la région. Ce succès incontestable, la Côte d'Azur le doit à sa situation unique entre mer et montagne. Une parfaite carte postale, si elle n'était pas le fruit d'un chaos toujours à l'œuvre. On est dans une région relativement tourmentée, qui s'est faite dans la douleur. En France métropolitaine, c'est le territoire le plus actif d'un point de vue sismique. Sous les pieds des Azuréens, un choc de titans se joue sans qu'ils n'en aient conscience. Il prend sa source dans ce que les scientifiques appellent la tectonique des plaques. 12 morceaux de croûte terrestre s'imbriquent à la manière d'un puzzle autour du globe. Ce sont des échelles qui sont assez inimaginables à l'échelle humaine. On est sur des milliers de kilomètres d'épaisseur par endroit. Sur la roche visqueuse du centre de la Terre, ces 12 plaques s'éloignent, se rapprochent ou glissent les unes par rapport aux autres. À seulement quelques centaines de kilomètres de la Côte d'Azur, 2 de ces plaques convergent. La rencontre a lieu au nord du continent africain, où les plaques Eurasie et Afrique se rapprochent de 2,15 cm par an. On va avoir un affrontement entre 2 plaques principales. Et donc on est sur une zone dite de convergence. Dans quelques millions d'années, la Méditerranée sera refermée. Dans le sud-est de la France, le phénomène a créé les Alpes, dont le sommet culmine à 4808 mètres. Il a aussi creusé en mer des abysses de plus de 2000 mètres de profondeur. La manifestation première, c'est les chaînes de montagne, mais en fait, on a la même chose sous l'eau. Sous l'action de la tectonique des plaques, l'écorce terrestre se déchire et crée des failles. Des forces gigantesques s'y accumulent et génèrent des tremblements de terre. La Côte d'Azur compte 3 failles terrestres. Celle de Saint-Sauveur-d'Onareo, Blozasque et Saorge-Tudja. Elles sont surveillées en permanence par le laboratoire GéoAzur du CNRS. Françoise Courboulex est sismologue et directrice de recherche. Une faille, c'est une rupture, c'est assez facile à comprendre, dans l'écorce terrestre. Et c'est le long de ces failles que les séismes ont lieu. Et c'est le frottement vraiment des 2 compartiments de la faille qui fait un séisme. Les forces s'accumulent dans les failles. Quand les pressions sont trop fortes, elles se libèrent brutalement. L'énergie se propage alors sous forme d'ondes qui font trembler la Terre. Ici, on a une carte qui montre les stations sismologiques du sud-est de la France dont on s'occupe. On a une quarantaine de stations qui enregistrent en permanence les vibrations du sol.
Ici, par exemple, on voit très bien qu'on a eu 4 séismes depuis ce matin. Donc le dernier, par exemple, a eu lieu il y a 1 heure. C'était un séisme qui était à la frontière italienne, de magnitude 0,8, donc tout petit. Avoir des petits séismes, ça montre que la zone est active. La région est sous pression, si on peut dire. On a vraiment des forces qui s'accumulent dans cette zone. On a de nombreuses failles qui se sont formées lors de la structuration de la chaîne alpine, il y a 50 millions d'années, donc qui sont des zones de faiblesse dans la croûte terrestre qui vont être les premières à casser du fait de l'accumulation de ces forces. Comparé aux grandes failles terrestres, comme celle de San Andreas sur la côte ouest des États-Unis, les failles méditerranéennes paraissent petites. Mais elles n'en sont pas moins redoutables. L'une d'entre elles concentre tous les regards. Une 4e faille située non pas à terre, mais sous la mer. Son nom, la faille Ligure. Située à seulement 20 km du littoral et à plus de 2000 mètres de profondeur, elle s'étend sur près de 80 km de long. La faille Ligure, elle se localise en fait sous la Côte d'Azur. On sait qu'elle est dangereuse. Actuellement, on détecte très peu de sismicité dessus, ce qui n'est pas forcément quelque chose de rassurant, parce que si elle ne bouge pas, ça peut vouloir dire qu'elle est bloquée, qu'elle accumule des contraintes et que du coup, un jour ou l'autre, elle va casser. Moins la faille Ligure fait parler d'elle, plus elle est à craindre. Le scénario d'un tremblement de terre important inquiète les scientifiques. Les conséquences du réveil de la faille Ligure seraient catastrophiques pour les villes de la Côte d'Azur. En soi, un tremblement de terre n'est pas mortel, contrairement aux autres types de catastrophes naturelles, comme les éruptions volcaniques par exemple. Si vous faites un très gros séisme dans un désert, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque parce qu'il n'y a rien à casser. Et si on fait un séisme fort, pas forcément très gros, mais simplement fort, sous Nice, là il y a un risque très important, parce qu'il y a énormément d'infrastructures et de populations. Le toit va vous tomber dessus. Et vous allez mourir. Pas à cause du tremblement de terre directement, mais parce que la structure sous laquelle vous vous trouvez va s'écrouler sur vous. Ces images du Japon, de Turquie ou encore d'Indonésie semblent bien étrangères à la France. Et pourtant, il y a de fortes chances pour que la Côte d'Azur subisse le même type de dégâts. Reste à savoir quand. La difficulté, c'est qu'aucun scientifique ne peut prédire si c'est demain, dans 10 ans, dans 50 ans. Pour le moment, on ne sait pas prédire les séismes. Ni les Français, ni les Japonais, ni les Californiens. On a énormément de données. On a des scientifiques à travers le monde qui travaillent et qui échangent beaucoup. Mais pour le moment, on ne sait pas prédire. On ne sait pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore bien compris la physique des tremblements de terre, d'une part. Il y a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Et d'autre part, on ne sait pas, du fait qu'on n'a pas compris la physique du processus, on ne sait pas quels sont les paramètres qu'il faut mesurer précisément et concevoir éventuellement les outils permettant ces mesures. Parfois, on a des petits séismes avant. Et parfois, ces petits séismes vont donner un plus gros séisme. Parfois, ces petits séismes vont s'arrêter. Donc, c'est particulièrement compliqué. Et pour le moment, on est assez démunis sur ça. La sismologie, c'est une science très récente. Si prédire est impossible, les scientifiques, en revanche, élaborent des scénarios. Leur objectif, anticiper au maximum la future catastrophe. Plus le temps passe, plus les probabilités sont fortes qu'un séisme important ait lieu. Un jour prochain, c'est certain, la faille Ligure au large de Nice se réveillera. Et voici ce qui pourrait bien se passer.
C'est un jour comme les autres sur la Côte d'Azur. Une de ces journées ensoleillées où les touristes se comptent par milliers sur les plages. Le temps est magnifique, calme, il n'y a pas de vent. C'est un très beau jour d'été. Tous l'ignorent encore, mais au large, un monstre sous-marin s'apprête à sortir d'un très long sommeil. Il est 16 heures quand la Terre se met soudainement à vibrer. Tout se met à trembler et c'est qu'au bout de quelques secondes qu'on réalise que c'est un séisme qui est en train de se produire. La faille Ligure s'est réveillée. À seulement 20 km de Nice, elle rompt sur 35 km de long. En une fraction de seconde, la Côte d'Azur est secouée par un séisme de magnitude 6.9. Un séisme d'une magnitude, disons, de 6.8 ou 6.9, ça correspondrait à une puissance de 120 kilotonnes. Donc, quelque chose comme 6 à 7 fois la bombe atomique d'Hiroshima. Selon les scientifiques, la Terre pourrait trembler pendant 12 secondes. On va ressentir une vibration vraiment très importante qui peut me faire tomber de ma chaise, par exemple. On voit que les choses autour de nous se mettent à bouger. Cette sensation donc de mouvement et d'instabilité du sol va continuer d'augmenter jusqu'à ce qu'on atteigne un paroxysme. C'est difficile à imaginer, parce que ce serait, oui, assez apocalyptique. De Saint-Tropez à Menton, en passant par Nice, dans un rayon de 50 km autour de l'épicentre du séisme, les dégâts sont importants. Les bâtiments peinent à tenir debout. À l'intérieur, les habitants sont pris au piège. Quand on est dans une maison, on entend la vaisselle qui se déplace dans les bâtiments, les lustres qui bougent au plafond, les meubles qui se décollent des murs. Un des risques d'ailleurs, c'est d'avoir des basculements de mobilier. Beaucoup de gens sont malheureusement grièvement blessés, voire tués par des briques, des parpaings, des faux plafonds qui vont leur tomber sur la tête ou autre, et malheureusement, ça fait des victimes. Pendant un tremblement de terre, les cheminées s'effondrent. Elles tombent de plusieurs mètres de haut. Et si à ce moment-là, il y a un piéton qui passe, c'est terminé. À Nice, le quartier de la vieille ville est particulièrement exposé. Tous les bâtiments datent du 19e siècle. Le bâti vulnérable qui compose la ville de Nice se trouve principalement dans le quartier de la vieille ville. On va retrouver 500 bâtiments à peu près. C'est des constructions anciennes qui sont faites en maçonnerie, principalement en pierre, avec des liants à base de chaux. Sur la Côte d'Azur, les gens ont construit des immeubles de plusieurs étages en empilant tout simplement des briques les unes sur les autres, sans aucun renfort. Ces bâtiments sont très dangereux. Avec un taux de renouvellement du bâti de 1% par an, il faudrait un siècle au quartier de la vieille ville pour se mettre aux normes. Pas sûr que la faille Ligure patiente jusque-là. Une bâtisse peut s'effondrer, qui pourrait engendrer l'effondrement d'autres bâtiments. C'est un des enjeux, peut-être, d'un effet domino. Ici, les secousses sont particulièrement violentes, car la ville est le théâtre d'un phénomène aggravant, l'amplification des ondes. Quand les ondes sismiques arrivent en surface, elles peuvent être amplifiées par le sous-sol, c'est-à-dire par les
10, 20, 30 ou 100 mètres de profondeur. Quand on a des sédiments, par exemple, qui sont très mous, comme autour des rivières, des fleuves, on sait qu'on a une amplification de ces ondes. En pénétrant la roche meuble du sous-sol niçois, les ondes sismiques se retrouvent prises au piège. À la recherche d'une issue, elles rebondissent contre les parois composées de roches plus dures. Ce jeu de ping-pong augmente l'amplitude et la durée des secousses en surface. Les secousses sismiques peuvent être multipliées par 10, par 20 dans certains cas particuliers, mais même ne serait-ce que par 2, par 3, c'est déjà énorme. Nice pourrait subir le même sort que Mexico en 1985. Cette année-là, un phénomène d'amplification des ondes détruisait la capitale mexicaine en faisant plus de 10 000 morts. L'épicentre du séisme était pourtant situé à 400 km de là. Ils ont construit la ville sur un ancien lac qui a été asséché. Et donc, ils ont construit sur un sol qui était très mou, très meuble. Et c'est donc les ondes sismiques ont été piégées par ce bassin. Donc le séisme de 1985 nous a appris aux sismologues, aux scientifiques du monde entier, qu'il pouvait y avoir un effet de site très important, un effet d'amplification vraiment très important. En ville, à Mexico comme à Nice, le danger est partout. Certaines infrastructures vitales pour la région ne sont pas conçues pour supporter un tel choc. Routes, ponts, tunnels, la ville entière devient dangereuse. On a des tuyaux qui font circuler le gaz au milieu de la ville, et si des tuyaux sont rompus par des ruptures du sol, à ce moment-là, on a des fuites de gaz et des incendies. Les conduites de gaz, c'est un gros problème, parce que si vous avez des fuites et en même temps des lignes électriques qui cassent, les étincelles peuvent déclencher des départs de feu. Si une tempête peut couper l'électricité de tout un quartier, alors imaginez ce que peut faire un tremblement de terre. Secondes après le début du séisme, la Terre cesse enfin de trembler. Plus d'électricité, plus de réseaux de communication, ceux qui fonctionnent encore sont très vite saturés. Pendant le tremblement de terre, ne comptez pas sur votre téléphone portable, parce que tout le monde va l'utiliser en même temps. Un réflexe souvent de la population, c'est de prendre son téléphone pour appeler sa famille, ses proches, etc., pour savoir si tout va bien. En fait, il ne faut surtout pas faire ça, parce que ça sature les réseaux dont on a besoin pour gérer la crise. Les réseaux mobiles ne sont pas conçus pour être exploités par tous les utilisateurs à la fois. Quelques minutes à peine après le séisme, les premiers secours se mettent en route. Mais leur progression est considérablement ralentie. Nice est comme coupée du monde. La ville est délimitée à l'ouest par le fleuve Var, qui forme un profond ravin. Partout ailleurs, elle est encerclée par les montagnes. Il y a une spécificité importante, c'est le Var, le fleuve. On a plusieurs ponts, et ces ponts sont absolument indispensables pour pouvoir rentrer dans la ville. Les axes routiers à l'ouest et à l'est seraient coupés en cas de séisme majeur et Nice deviendrait une presqu'île, puisque le seul accès serait par les montagnes où l'accès est très difficile. Déjà, c'est des couloirs qui sont saturés en temps normal. Là, un jour de séisme, c'est une pagaille monstre. Malheureusement, le séisme de la faille Ligure n'était que la première partie de ce scénario catastrophe. Une menace plus inquiétante encore plane sur la 5e ville la plus peuplée de France. Alors que Nice est plongée dans le chaos, elle approche.
Si vous sentez des secousses et que vous êtes proche de la mer, fuyez. Fuyez dans la direction opposée, loin du danger. Ces vagues sont tellement rapides qu'elles peuvent tout emporter. Même un bon nageur ne peut pas lutter contre des courants qui atteignent 2 mètres par seconde. Vous ne devenez ni plus ni moins qu'un débris. Après le séisme, vient le tsunami. On a souvent idée que les séismes, c'est au Japon, au Chili, dans le Pacifique. Et les tsunamis, pareil, parce qu'on oublie que ça peut se produire en Europe et en France en particulier. En France, on a oublié. Je pense que les gens ont en tête les images des films hollywoodiens. On voit cette énorme vague. Mais c'est pas ça, un tsunami. Il nourrit bien des fantasmes. Pourtant, le tsunami résulte d'un phénomène simple. Au moment du séisme, la faille soulève un volume de roche de plusieurs mètres de haut, sur des kilomètres de long et de large. Ce qui est très impressionnant sur l'énergie qui est mobilisée, c'est le fait que ce 1 à 5 mètres, 10 mètres de haut, verticalement, ça s'exprime sur des centaines de kilomètres de long et de large. Ça donne une idée du volume. Si on prend le cas du séisme et du tsunami de Sumatra, on a une faille qui a bougé, qui a été mobilisée sur 1000 km de long, 200 km de large, à environ 5 à 10 mètres. Cette déformation brutale des fonds marins entraîne le mouvement d'une quantité d'eau phénoménale. Tout mouvement qui se produit sur le fond de la mer se transmet en surface. Si le plancher océanique se soulève, alors l'eau se soulève. Et donc elle va former une bosse. Une vague à peine visible se forme. Le volume d'eau déplacé, en revanche, est colossal. C'est pas du tout une vague de surf. C'est plutôt le niveau de la mer dans son ensemble qui monte, puisque la vague, en fait, elle est très grande spatialement. La vague entame sa course effrénée vers le rivage à la vitesse d'un avion de ligne, entre 500 et 800 km/h. À mesure qu'elle se rapproche des côtes et que le plancher océanique remonte, la vague perd considérablement en vitesse. Mais sa hauteur, elle, augmente dangereusement. Vous voyez, il y a des vagues qui vont arriver très vite, puis elles vont commencer à ralentir, et donc elles vont, comme un bouchon en fait, se concentrer à la côte. Et si elles se concentrent, ça veut dire que la hauteur de l'eau augmente. Un tsunami qui au départ mesurait de 50 cm à 1 mètre va tout à coup devenir un mur d'eau de 10 ou 15 mètres en arrivant sur la côte. Par exemple, si on prend l'exemple d'Indonésie en 2004, la vague au large, elle a été vue par les satellites altimétriques avec des amplitudes qui étaient autour de 1 mètre. Et par contre, à la côte, on a des mesures sur le terrain qui nous montrent que la vague, elle a pu atteindre 20 à 30 mètres. Il faut imaginer un mur d'eau. Et derrière ce mur, vous avez une masse d'eau sur encore des kilomètres. Donc, contrairement à une vague classique qui va casser et se retirer en quelques secondes, un tsunami va continuer à avancer pendant plusieurs minutes. C'est très impressionnant parce que la mer rentre. Elle rentre complètement dans la ville et elle continue avec une dynamique très importante. Donc c'est pas du tout les mêmes dégâts qu'une tempête. Elle va former un front et qui du coup va avancer tel un bulldozer et dévaster tout sur son passage. Le déferlement d'un tsunami sur la Côte d'Azur n'a rien d'hypothétique. Il est pris très au sérieux par les scientifiques. D'autant qu'il a déjà eu lieu par le passé. Aujourd'hui, plus personne ne s'en souvient. C'était en 1887. La mémoire des catastrophes, en général, elle dépasse pas 10 ans, 10 années. Alors pour les gens qui l'ont vécu, qui ont perdu des proches, ça reste. Mais pour la collectivité aux alentours, au-delà de 10 ans,
On ne s'en souvient plus. Alors vous pensez 1887 ? Le 23 février de cette année-là, au large de la ville d'Imperia, en Italie, la faille Ligure se réveillait. Un séisme de magnitude 6.8 secouait la France et l'Italie, suivi d'un tsunami. La catastrophe faisait 646 morts, 776 blessés et plus de 20 000 sans-abri. Correspondant à Nice pour le journal Gil Blas, l'écrivain Guy de Maupassant témoignait. Je dormais profondément quand je fus réveillé par d'épouvantables secousses. Pendant la première seconde d'effarement, je crus tout simplement que la maison s'écroulait. Mais comme les soubresauts de mon lit s'accentuaient, comme les murs craquaient, comme tous les meubles se heurtaient avec un bruit effrayant, je compris que nous étions balancés par un tremblement de terre. Le refuge de tout homme qui souffre, de tout homme menacé, c'est son toit, c'est son lit. Or, dans ces crises de la terre, rien n'est plus redoutable que le lit et que le toit. Aujourd'hui, tout le monde a oublié ces mots de Maupassant. La population de la Côte d'Azur a perdu de vue ce danger tapi juste sous ses pieds. Dans les zones où il y a eu des séismes dans le passé, on sait qu'il y en aura dans le futur. En 1887, à peu près la moitié de la faille a cassé. Le reste à ce jour n'a pas encore bougé. S'il y a une partie qui a cassé, la partie qui est à côté va suivre et va aussi casser. Il n'y a pas de raison que si une partie de la faille a accumulé des contraintes et les a relâchées sous forme de séisme, que le segment qui est juste à côté ne fasse pas la même chose. Il est impossible de prédire quand un tsunami ou un séisme aura lieu. En revanche, une chose est sûre, c'est que ça va arriver. La question n'est pas de savoir si, mais quand ça va se produire. Pour tenter de répondre à cette question, les scientifiques n'ont pour l'instant qu'une seule solution. Établir le cycle sismique de la faille, c'est-à-dire la fréquence à laquelle elle produit un séisme et engendre un tsunami. Il leur faut donc retracer l'histoire de la faille. Lorsqu'un séisme a lieu quelque part, on aimerait bien savoir si un deuxième séisme peut avoir lieu, ou alors si on est tranquille et si on peut attendre 200, 300 ou 1000 ans ou 10 000 ans avant le prochain séisme. Si on veut répondre à cette question, alors on est obligé d'aller étudier l'objet qui a généré ce séisme, c'est-à-dire la faille. Quel est le cycle sismique de la faille Ligure? Quand surviendra le tsunami? En 2018, une tentative d'approche se fait grâce à des robots sous-marins. Frédéric Leclerc participe à l'opération en tant que spécialiste en observation des failles sous-marines. Par 2000 mètres de fond, les robots traquent le moindre indice du séisme de 1887. On cherchait une marche d'escalier, comme une marche d'escalier, mais on n'a rien vu. Le fond de la mer était plat, donc peut-être que les déformations de 1887 ont été recouvertes par les sédiments récents. Dans les profondeurs de la mer Méditerranée, la faille Ligure se fait discrète. Restent les failles terrestres, comme celle de Blozasque, pour offrir aux scientifiques une observation idéale. Pour bien comprendre le type de tremblement de terre que l'on peut avoir actuellement, il faut connaître son histoire passée. On va pouvoir regarder, par exemple, vous voyez ces striations sur le plan de faille qui sont caractéristiques d'un type de mouvement. C'est-à-dire qu'à partir de la position de ces stries, la direction de ces stries, on va pouvoir reconstituer le mouvement relatif des deux blocs de faille. Ça a un intérêt évidemment énorme parce qu'on va pouvoir échantillonner les roches de faille, regarder la façon dont elles ont été déformées et où on va essayer de décrypter ce qui s'est produit dans le passé pour essayer de comprendre ce qui pourrait se produire dans l'avenir. Quand on a affaire à des failles en mer, le travail est évidemment beaucoup plus complexe parce qu'on n'a pas la possibilité d'échantillonner de façon aussi simple.
Si les scientifiques n'ont pas pu observer la faille Ligure, l'expédition sous-marine leur a tout de même offert quelques indices grâce au prélèvement de carottes sédimentaires. Leur étude a permis de remonter le temps et prouver ainsi la responsabilité de la faille Ligure dans le séisme de 1887. Sébastien Mijon est géologue au laboratoire GéoAzur. Alors, juste devant nous, là, eh bien, on a environ, on va dire, 150 à 200 ans d'histoire. Dans ces carottes sédimentaires, ce que l'on observe, ce sont les successions de couches sédimentaires qui se sont déposées au cours du temps. Et ce que l'on peut voir, eh bien, c'est que l'apparence de ces strates sédimentaires est complètement différente. Ici, on va avoir des niveaux plutôt argileux. Et puis, ici, on a donc un niveau sableux qui vient interrompre cette sédimentation argileuse. Et c'est en particulier donc, ce qui va nous intéresser, puisque ces dépôts sableux vont refléter un événement qui aurait été déclenché par le séisme de 1887. D'autres carottes sédimentaires ont révélé l'existence d'un séisme en 1644. Un autre un siècle plus tôt, en 1564. Mais ces informations ne suffisent pas à établir un cycle sismique. La faille Ligure garde jalousement ses secrets. C'est très difficile d'établir des cycles sismiques sur des failles lentes comme ça. C'est difficile déjà au Mexique, en Californie, sur les failles qui sont plus actives. Mais alors sur les failles qui bougent tous les 200, 400 ou 1000 ans, c'est très difficile d'établir un cycle. Lorsqu'elle se réveillera, la faille Ligure pourrait bien prendre de court la population. Ce jour-là, quand le tremblement de terre s'arrêtera, tout le monde pensera à la catastrophe passée. Et pourtant, à 20 km de là, le tsunami aura déjà entamé sa course effrénée vers la côte. En termes de signaux précurseurs, je suis désolée, mais on ne va pas en avoir beaucoup. En gros, on a 4-5 minutes pour réagir à partir du moment où le tremblement de terre a eu lieu, donc c'est extrêmement peu. Le pire des scénarios, ce serait un tsunami en plein été. Et l'été, c'est long sur la Côte d'Azur. Plus ou moins de mai à novembre. Durant cette période, les plages sont bondées. Un tsunami, même petit, provoquerait de nombreuses pertes humaines et d'importants dégâts matériels. En rompant sur 35 km de long et 15 km de large, la faille Ligure a déplacé plus de 500 km² de roches. Vous avez une bonne portion d'un département qui se soulèverait. Et engendré la mise en mouvement d'un volume d'eau aux proportions gigantesques. Toutes les villes du littoral sont sous cette menace du nom d'un raz-de-marée. Il n'y a pas de ville qui sera épargnée. Inexorablement, le tsunami fonce vers la côte. La première chose à faire quand vous voyez quelque chose approcher de la côte, c'est de fuir aussi vite que possible. Les milliers de personnes qui se trouvent sur les plages n'ont que quelques secondes pour réagir. Mais l'aménagement de certains lieux complique l'évacuation au point de la rendre impossible. Comme ici, sur la plage Fontonne, à Antibes, où la voie ferrée qui longe la plage fait barrage. Ou encore sur le front de mer, à Nice, où les points de sortie sont limités. Vous avez des grands murs en fait, qui sont infranchissables. Et donc là, ça signifie qu'il va falloir d'abord longer une partie de la plage pour ensuite atteindre un escalier. Et donc là, c'est autant de minutes précieuses qui sont perdues.
Ces escaliers, il faut qu'ils soient d'une part suffisamment larges pour permettre à plusieurs personnes de les emprunter en même temps, et d'autre part suffisamment nombreux pour permettre à plusieurs milliers de personnes, parce que c'est ça qu'on a sur les plages l'été dans la région, permettre à plusieurs milliers de personnes d'évacuer la plage en quelques minutes. Je ne pense pas que ce soit le cas à l'heure actuelle et je ne pense pas qu'on puisse avoir une évacuation extrêmement rapide des plages. Il est trop tard. Une vague de tsunami jusqu'à 4 mètres de haut et lancée à près de 40 km/h s'abat sur la Côte d'Azur. Ça paraît pas très haut parce qu'on a peut-être dans l'imaginaire que c'est une vague. Mais ce n'est pas une vague, c'est un mur d'eau qui va tout emporter avec lui. On considère que même à 50 cm d'eau, à quelques kilomètres/heure, ça embarque les personnes humaines. Jesus Christ, look at that. Les images de Thaïlande, lors du tsunami de 2004, illustrent la puissance de ce phénomène. Ah ben, vous êtes balayé, vous êtes emmené avec la masse d'eau, hein, il n'y a aucune possibilité de résister à la pression de l'eau. Hein. Donc vous allez être emmené au gré du mouvement de l'eau. Même un bon nageur ne peut lutter contre des courants qui atteignent 2 mètres par seconde. Vous ne devenez ni plus ni moins qu'un débris. Vous êtes emporté, sans aucune possibilité de résister. C'est un peu comme être lâché dans les rapides d'une rivière. Vous perdez rapidement vos repères à cause des courants et des tourbillons. Vous allez être littéralement broyé, je dirais, par la masse d'eau et par l'énergie en fait qui va vous tomber dessus. À Nice, la vague est stoppée par le haut mur de la promenade des Anglais. Sur Nice, le niveau de la ville est à peu près 3 à 4 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Ça, c'est clairement une protection. Mais toutes les villes de la Côte d'Azur n'ont pas cette chance. Après les plages, le tsunami continue sa course. Si on prend d'autres villes comme Cannes ou comme Fréjus, par exemple, on a toute une partie de l'urbanisme qui est vraiment au ras de l'eau. Ça veut dire que la vague, ne serait-ce que de 2 mètres ou 3 mètres, va pouvoir pénétrer en partie à l'intérieur de la zone urbaine. Ces vagues sont tellement rapides qu'elles peuvent tout emporter. Elle ramasse tout ce qu'il y a sur le terrain, voitures, bateaux, vélos, poubelles, tout ce que vous voulez, ce qui veut dire que la masse d'eau, elle se densifie énormément parce qu'elle est remplie de tout un ensemble de corps solides. Et quand elle arrive, par exemple, contre une maison, elle va arracher les murs de la maison. C'est un mélange d'eau, de boue, d'arbres, de voitures, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ça comme dans un immense mixeur. Dans la seule ville de Nice, les conséquences de la catastrophe sont dramatiques. Selon les estimations du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, le bilan pourrait atteindre plus de 200 morts et 3700 blessés. 64 000 personnes se retrouveraient sans abri. Les dégâts matériels coûteraient jusqu'à 29 milliards d'euros. Un bilan qui pourrait encore s'aggraver dans les prochaines secondes avec la survenue d'une avalanche sous-marine. Après le séisme et le tsunami, une autre menace plane sur la Côte d'Azur.
Sur les pentes immergées de la côte, un épais manteau de sédiments se décroche. De la même manière qu'en montagne, quand on a de la neige qui s'accumule, on peut avoir une avalanche. Sur les pentes sous-marines, on peut avoir l'accumulation de sédiments qui, un jour ou l'autre, vont se déstabiliser et créer une avalanche sous-marine. Par rapport à l'avalanche de neige, il faut s'imaginer que ces avalanches sous-marines vont être beaucoup plus grandes. Donc elles vont pouvoir faire plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, plusieurs kilomètres de large, voire dizaines de kilomètres de large, et avancer à des vitesses qui pourront atteindre plusieurs kilomètres/heure. En surface, l'avalanche sous-marine a des conséquences dramatiques. Un autre tsunami s'ajoute au premier, aggravant encore la situation. Stéphane Grilly est professeur en génie océanique. Dans son laboratoire de l'Université de Rhode Island aux États-Unis, il étudie la formation de ces vagues destructrices. Ici, nous simulons un tsunami causé par un glissement de terrain. Le tremblement de terre secoue d'abord les sédiments, puis ces derniers tombent dans la mer. Cela produit une vague. La vague se propage. Elle remonte la pente et se répand sur la côte. Le tsunami qui est généré par un glissement de terrain, il arrive aussi vite qu'un tsunami qui serait généré par un séisme. C'est juste que, comme il est généré à proximité des côtes, on a certainement moins le temps de comprendre ce qui se passe et de le voir arriver. On pourrait avoir un système de processus en cascade, comme ça, qui entraîne plusieurs événements destructeurs successifs en quelques minutes. C'est ce qui est arrivé le 28 septembre 2018 dans la ville de Palu, en Indonésie. Ce jour-là, un séisme déclenche une série de 7 avalanches sous-marines. S'ensuit un tsunami de 12 mètres de haut. Un séisme, un tsunami, une avalanche sous-marine. La Côte d'Azur pourrait être victime d'un engrenage désastreux. Sans possibilité de lutter contre ces phénomènes naturels, la prévention est la seule issue possible. Il faut éviter de prendre les ascenseurs. Si on est au boulot, on passe par les escaliers, on ne prend jamais les ascenseurs. Si on est à l'extérieur, pareil, on s'éloigne de tout ce qui est poteaux électriques, arbres, c'est-à-dire de tout ce qui peut vous tomber dessus. La chose vraiment rapide à faire, c'est de se couvrir la nuque et de se glisser sous une table, sous quelque chose qui est vraiment très très proche, et de se tenir. Si vous sentez des secousses et que vous êtes proche de la mer, fuyez. N'allez pas sur les plages pour voir ce qu'il se passe. Fuyez dans la direction opposée, loin du danger. Sur la Côte d'Azur, la mairie de Cannes fait figure de pionnière. Depuis quelques mois, elle installe un dispositif d'alerte au tsunami sur son bord de mer. Yannick Ferrand, directeur des risques majeurs, veille à leur bon fonctionnement. Yannick, pour Laurent, tu peux lancer le test. Merci. Exercice, exercice, exercice. Alerte tsunami. Évacuez immédiatement le bord de mer. Exercise, exercise, exercise. À travers la ville, plusieurs sites appelés refuges ont été identifiés. Ouais, voilà, c'est bien comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, les gens vont arriver comme ça. Ces zones, situées à plus de 5 mètres au-dessus du niveau de la mer, ou installées à plus de 200 mètres du rivage, offrent une protection aux populations. Là, on est à plus de 5 mètres d'altitude par rapport au bord de la mer. On est en sécurité. Et la population pourra se mettre en sécurité sur cette montée. Pour y parvenir, un chemin balisé est installé le long du rivage. On peut commencer ici. On va commencer ici. Ouais, on va commencer ici. Donc on a la zone refuge qui est indiquée, Suquet, la direction et la distance du bord de mer jusqu'à la zone refuge. Toute la signalétique qui est mise en place par rapport au risque de tsunami pour
pour guider la population vers les zones refuges. Donc macarons, adhésifs et panneaux, oui, peuvent sauver des vies. Rejoignez à pied les sites refuges tsunami en suivant la signalétique. Mais la protection des populations passe aussi par des normes parasismiques. En France, elles s'appliquent à toutes les régions concernées par les tremblements de terre depuis 1955. L'objectif des constructions parasismiques, c'est pas absolument d'empêcher l'endommagement des bâtiments, c'est surtout d'empêcher qu'ils s'écroulent. La Côte d'Azur voit se dessiner à l'horizon une menace grandissante. Sera-t-elle suffisamment préparée le jour où la faille Ligure se réveillera? Un séisme sur la faille Ligure suivi d'un tsunami provoquerait la plus grande catastrophe que la France ait jamais connue. Face aux forces de la nature, on réalise à quel point nous sommes petits et vulnérables. On pense notre environnement immuable. Malheureusement, la nature n'est pas comme cela.